Bonjour pour ce nouveau webinaire Keynote, dans lequel nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir donc honneur au plus distant Julien Bocard depuis Genève. Bonjour à tous. Voilà. Et Robert Sabatier qui est venu de beaucoup plus près, hein, juste à côté. Tout à fait à côté. Voilà, il était juste à côté, il est venu de Montpellier. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de méthode multitableau, on va parler plus spécifiquement de l'ACCPS et puis de Statis aussi, je pense. Donc, on a vraiment les deux spécialistes ici avec nous. Mondialement connus. Hein. Et donc, on va prendre des questions que nous avons reçues sur le forum et puis aussi qu'on a jugé utile de se poser nous-mêmes. Hein, parce que sur le forum, il n'y a pas forcément beaucoup de questions. Donc, je vais commencer par toi, Julien. J'ai une question brûlante qui nous est posée, qui nous demande si on peut utiliser l'ACCPS sur d'autres types de données que des données de spectroscopie. Alors oui, tout à fait. Effectivement, le principe de KMOOC, c'est effectivement de s'appuyer sur des données de spectroscopie, mais on peut tout à fait utiliser ce type d'approche multitableau sur des données qui ne sont pas des spectres. En réalité, on va obtenir un modèle qui va s'appuyer sur les mêmes éléments pour le discuter. On aura des scores qui vont résumer les observations, on aura des contributions de blocs qui permettront d'évaluer quels sont les tableaux qui contribuent aux différentes directions de variabilité. Je dirais que c'est peut-être au niveau de la contribution des variables des loadings que la visualisation peut se faire de manière un peu différente, parce que je sais que les spectroscopistes aiment beaucoup représenter les loadings comme des pseudo-spectres, parce que le signal est ordonné, les longueurs d'onde sont ordonnées entre elles, et ça prend un sens au niveau de l'interprétation. Maintenant, si les données ne sont pas des données spectrales, on va peut-être privilégier une représentation sous forme de carte, avec deux composantes communes qui permettent de représenter la contribution des variables comme des points et plus peut-être comme des pseudo-spectres. D'accord. Oui. Je peux en profiter pour répondre. Pour Statis, c'est le même problème. C'est la même réponse, puisque Statis, au départ, a été mis en œuvre, a été créé pour des tableaux qui évoluent dans le temps ou qui sont sur une distribution spatiale. Donc, ça peut être des spectres, mais ça peut être tout à fait autre chose, et c'est le même type d'interprétation. Oui, d'accord. Voilà, pas de problème. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question juste après je vais faire un petit peu le lien, parce qu'en fait, la question d'après, c'était est-ce qu'on peut mélanger des techniques d'analyse différentes ou des échantillons différents? Et moi, j'aimerais ajouter, à mon avis, ce genre de technique multibloc, c'est aussi intéressant pour mélanger des signaux, comme des spectres ou des chromatogrammes, avec des données qui ne sont pas des signaux. Et c'est peut-être la seule manière de faire. Enfin, moi, je n'en connais pas beaucoup d'autres. Est-ce que tu confirmes cela, Julien? Tout à fait. Là encore, je pense que c'est aussi une des caractéristiques, une des qualités de l'ensemble des données, des approches multitableaux, c'est-à-dire d'intégrer des données d'éventuellement de nature différente, ce qui peut être très informatif pour décrire un phénomène d'intérêt. Ça peut être des spectres, ça peut être des pics chromatographiques, ça peut être toute mesure issue d'un appareil de chimie analytique, ou voire même, si on pense plus à la biologie des systèmes, aujourd'hui, on cherche à mettre en relation des niveaux biologiques comme des gènes, l'expression des gènes, les protéines, les métabolites. C'est tout à fait possible et c'est souvent très informatif. Maintenant, il faut s'assurer que l'appariement des observations est garanti parce qu'évidemment, il faut que chacune des lignes de chacun des tableaux s'adresse au même individu. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment l'élément déterminant. Au moins, on saura quoi faire de nos métadonnées. On dit toujours qu'on a des métadonnées, on ne sait pas quoi en faire. Et d'ailleurs, c'est un des domaines actuellement les plus en vogue dans l'analyse des données omiques. Justement, on prend des tas de compartiments différents et on essaie de les analyser. Jusqu'à présent, la CCPS ou Statis n'ont pas été utilisés. Ce n'est pas des Français qui font ça, pas de chance. Bon. Alors après, je vois peut-être au niveau de l'interprétation, il y a peut-être une difficulté supplémentaire de mettre ensuite en jeu des gènes, des protéines, des métabolites, donner sens biologique à tout ça. Il y a un travail peut-être, alors c'est là où la chimiométrie peut s'associer à la bioinformatique pour arriver à donner sens à tout ça. C'est sûr qu'il y a des pré-traitements, appelons donc pré-traitements, pour chacun des tableaux qui sont des fois un peu compliqués. Et si on veut mélanger des données, par exemple, j'ai des signaux, j'ai des spectres infrarouges, des chromatogrammes, et puis des données chimiques, hein, des pH, des températures, des données physiques aussi, etc., et des données de catégorie. Est-ce que je peux mélanger tout ça? Comment je dois faire? Absolument, il n'y a aucun problème. C'est un tableau, enfin moi je parle de Statis, donc un tableau Statis, c'est un tableau individu variable. Donc
Il suffit de faire, par exemple, un codage disjonctif. Il faut faire un codage disjonctif, par Ça contre. Il marche faut que ce très soit bien. quantitatif. Absolument, Oui. absolument, et ça marche très Il ne bien. faut pas mettre ABCD. Quoi. Non. Ah, voilà, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Il faut transformer finalement les données pour pouvoir calculer notre matrice d'association qui va définir les distances entre les observations, que ce soit pour Statis ou ACCPS, effectivement. Et on peut même, si on a plusieurs variables qualitatives que l'on met ensemble, faire par exemple en amont une AFC multiple, et on récupère les composantes de la CP, de la liste correspondance multiple, et on les met dans le tableau. D'accord, tout à fait. Donc, Il suffit de problème. quantifier, je ne sais pas comment Voilà, on peut dire, voilà. rendre quantifiable, quantifier. Ok, très bien. Alors, on va passer à une question qu'on aurait dû poser avant, mais c'est à quoi sert Statis? Statis a été officiellement l'une des premières méthodes multi-tableau. Alors après, elle a été multiples fois reprise et transformée, et puis améliorée, peut-être. Elle est pas mal utilisée. Hein. Donc Statis, c'est pour traiter des multi-tableaux. Alors à partir de 2, on est bien d'accord, quand on a un tableau, on fait une ACP, une AFC, point barre. Quand on en a 2, on peut faire un Statis, ou on peut faire par exemple une AFC multiple et voir ce qu'apporte la méthode Statis. En gros, elle cherche une information commune à tous les tableaux, en cherchant une espèce de tableau moyen qui s'appelle un compromis. Voilà. Donc, à partir de 2 tableaux, ça marche fort bien. Et on peut aller, moi je suis allé jusqu'à une cinquantaine de tableaux et ça marche. D'accord. Tout à fait bien aussi. Et donc, quelles sont les méthodes similaires? Est-ce que toi, tu peux donner un peu la liste des... Oui, il y en a quelques-unes. Alors, le problème, c'est que souvent, dans les méthodes similaires, il existe tellement de petites versions, des versions avec tellement de petites options légèrement différentes qu'on ne sait jamais exactement laquelle il faut prendre. Alors, si on s'amuse dans les grands logiciels basiques, que ce soit MATLAB ou R, on arrive à s'y retrouver, savoir que si la méthode a été faite par monsieur Intel, c'est plutôt ça, on arrive à s'y retrouver. Mais quand c'est une librairie R qui sort de monsieur, on ne sait pas tout, là, c'est peut-être plus délicat. Et tu n'as pas les noms des grandes méthodes? Si, il y a Tucker, il y a Tucker 3, il y a Tucker 4, il y a Parafac Candecomp, il y en a au moins une vingtaine qui sont... Alors, il ne faut pas chercher à les comparer, parce que chacune fait des choses différentes l'une par rapport à l'autre. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. S'il n'y en avait qu'une qui était meilleure que les autres, on n'utiliserait que celle-là. Voilà. Donc il y a des tas d'approches, il y a des tas de méthodes. Après, pourquoi on utilise celle-là ou pourquoi on utilise celle-là, c'est qu'ils sortent en chapelle. Je suis tout à fait d'accord. Si je peux compléter peut-être avec une petite remarque, finalement, le critère que l'on va chercher à maximiser en fonction de la méthode qu'on utilise va donner une couleur à la manière dont on associe les différents tableaux. Si on veut plus insister sur, comme tu le disais, l'aspect compromis ou alors plus des spécificités ou voire tenir compte des deux, et c'est ça qui va finalement donner ces nuances de résultats des modèles multiblocs. On peut parler aussi de la méthode d'Escoffier-Pagès qui s'appelle la FM, qui en fait est une ACP, on met tous les tableaux côte à côte et on pondère chaque tableau par l'inverse de la première valeur propre de l'ACP individuelle. D'accord. Donc, alors on pondère par l'inverse la première valeur propre, et on peut très bien pondérer par l'inverse de l'inertie du tableau. Et après là, il y a des variations à l'infini. D'accord. Donc oui, si j'ai bien compris, c'est toute cette classe de méthodes, on cherche un compromis en pondérant d'abord les tableaux pour les rendre comparables, et puis on cherche un espace commun dans l'espace. Le seul espace qui est commun, c'est l'espace des individus, hein, d'accord, et c'est la valeur qu'on va chercher. D'accord. Alors j'ai une autre question pour toi, Julien, c'est y a-t-il un nombre minimum de blocs ou maximum pour construire un modèle ACCPS? Alors c'est un petit peu ce que disait Robert à l'instant. Finalement, lorsqu'on n'a qu'un seul tableau, on fait une ACP. Et à partir de 2, on peut commencer à chercher des structures communes, des spécificités pour construire des composantes qui vont rendre compte de la variabilité dans une série de blocs. Là encore, il n'y a pas de limite à ma connaissance maximum, si ce n'est la capacité de calcul de la machine et peut-être un temps à disposition pour effectuer les itérations dans certains cas pour obtenir une solution stable. Mais non. Ok. À la limite, on peut même dire que toutes ces méthodes-là, la CCPS ou Statis, on peut mettre à la limite une variable par tableau et mettre autant de tableaux que de variables. C'est de ça, on retrouve, oui, on retrouve en gros, et pas tout à fait, l'ACP. Oui. Pas tout à fait, une ACP un peu bizarre, mais une ACP quand même. D'accord, ok, oui, effectivement. Ça me paraît un peu tordu d'ailleurs, hein, mais bon. Mais oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas le faire, oui. J'ai vu des problèmes de matheux que des problèmes de biologistes ou de physiciens. Alors, oui, une question, pardon, pour toi, Julien, aussi, enfin pour vous deux, très pratico-pratique, c'est est-ce qu'on est capable de faire un modèle avec la CCPS? Est-ce qu'on est capable donc de prédire des choses avec la CCPS?
Alors, la CCPS est une méthode non supervisée qui va chercher à mettre en évidence la variabilité finalement qui est présente au sein des blocs de données. Donc, ce n'est pas une méthode de prédiction à proprement parler. Maintenant, rien n'interdit d'intégrer à la collection de blocs que l'on traite avec la CCPS, rien n'interdit d'intégrer une matrice ou un bloc de réponse que l'on considère comme étant pertinent pour décrire un phénomène d'intérêt, et par l'intermédiaire du modèle d'aller chercher quels sont les blocs qui sont peut-être les plus en accord avec ce bloc de réponse. Mais ça n'est pas, je le répète, une méthode supervisée qui permet de faire de la prédiction à proprement parler, ce qui nécessiterait la mise en œuvre d'une stratégie de validation croisée et un certain nombre de choses pour garantir la validité d'un modèle supervisé. Oui, en plus, les résultats, si je m'abuse, sont quand même dans l'espace des individus. Tout est fait dans l'espace des individus, alors que pour faire un modèle, il faudrait qu'on ait des coefficients à appliquer dans l'espace des variables. Et ça, on a des loadings locaux, mais on n'a pas de loading global, par définition, avec la CCPS. Oui. C'est la même idée pour Statis. Alors, si on a des individus différents, pas les mêmes individus par tableau, et les mêmes variables, pour Statis, c'est comme pour toi, il faut aussi des choses communes. Donc, si on n'a pas les mêmes individus, mais surtout les mêmes variables, il existe une variation de Statis qui s'appelle Statis dual, donc qui, au lieu de travailler dans l'espace des opérateurs à dimension n, travaillera dans l'espace d'opérateurs à dimension p. Et ça repart pareil, la même idée. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de prédiction. On peut quand même faire des validations croisées en termes d'Alsatis. Moi, j'appelle assez souvent de la validation croisée pour essayer de voir si, en gros, eh bien, on a un compromis qui est les combinaisons de chaque tableau pour voir s'il y a quand même des tableaux qui ne disparaîtraient pas. Ça, on peut en faire. Mais en termes de prédiction, donc, si tu veux, la question, on peut résumer de la même façon. Si on a des groupes, on va faire un seul tableau et des groupes. Si on a des groupes, on va faire LDA, en gros, l'analyse discriminante linéaire. Si on n'a pas de groupe, on fait la CP. Mais là, c'est la même idée. D'accord. Ça fait un peu de jonction, enfin bon, en termes de groupe et de ce que tu disais aussi, Julien, vis-à-vis de la relation entre des blocs et puis un bloc Y qu'on mettait. Là, c'est une question qui dit, est-ce que ça peut être intéressant finalement de sélectionner les blocs avant de faire la méthode, que ce soit Statis ou CCPS? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut choisir des blocs qui seraient plus informatifs pour simplifier le modèle à la fin? Voilà, alors effectivement, c'est une très bonne question, mais qui s'adresse là encore à l'ensemble des méthodes multitableaux. Effectivement, je crois qu'on peut concevoir l'analyse multitableau finalement sous deux angles. Le premier, il est purement coopératif, où on va essayer de mettre en commun de l'information chimique qui est issue de plusieurs sources de données. Mais à l'inverse, on peut aussi peut-être mettre en concurrence des blocs de données, parce que c'est peut-être long, coûteux d'effectuer les analyses. Et puis, on peut, par le biais d'un modèle comme la CCPS ou d'autres, peut-être faire le choix des blocs, des tableaux qui sont les plus informatifs pour la description d'un phénomène d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une sélection sur une base objective comme on pourrait le mettre en place avec une sélection de variables, par exemple, mais c'est plus dans l'appréciation d'un modèle où on va pouvoir peut-être choisir, c'est l'expérimentateur qui pourra choisir le bloc ou les blocs qu'il considère les plus pertinents pour la description de ce qu'il cherche à étudier. Je voudrais juste un petit truc je reviens sur la question d'avant. Effectivement, il y a eu des variations qui ont été faites quand, au lieu d'avoir une variable Y, par un petit tableau, on en a plusieurs. Ouais. Alors, on peut arriver à. On rentre dans Statis, entre guillemets, le tableau qui croise la variable Y avec une variable X, et puis on le fait pour toutes. Ça, on peut faire cette analyse-là. Et c'est effectivement, dans certains cas, pas très loin de PLS, parce qu'on sait que dans PLS, en gros, on diagonalise SXY et SYX. Donc, on n'est pas loin de cette analyse-là et on peut mettre le tableau dedans pour le faire. Donc, c'est prendre les objets que génère PLS, qu'on va utiliser dans PLS, et les mettre à l'intérieur de Statis. Et ça marche très bien. Voilà. D'accord. Okay. Et là, pour ce que tu disais, oui, tout à fait d'accord avec toi. Et donc, on pourrait imaginer que on puisse se servir d'une méthode multitableau pour découvrir des liens entre des tableaux, donc des techniques analytiques différentes. Ça veut dire, si chaque bloc est une technique analytique, par exemple, on voudrait faire un résumé d'une technique analytique très coûteuse avec une technique analytique moins coûteuse, et on va regarder les liens entre les tableaux et puis se donner un petit peu finalement une idée de ce qu'on va obtenir avec la technique analytique alternative. Complètement, dans l'objectif de rationaliser les efforts expérimentaux.
c'est bien sûr une des applications extrêmement utiles de ce type de méthode. D'accord. On a des questions assez pratiques, finalement. Enfin, c'était pour toi, Robert, mais je pense que ça peut être pour les deux. Les difficultés pratiques de ces méthodes, vraiment d'un point de vue pratique. Alors, ça dépend quel logiciel on va utiliser. Voilà. Si vous avez des tableaux dans lesquels il y a une multitude de variables, et quand je dis une multitude, je suis au-delà de 20 000 ou 30 000 variables, ça peut arriver. Effectivement, il faut travailler dans la plus petite dimension, c'est le nombre d'individus, ce qui est en général le cas, et ça marche très bien. Bon, voilà une difficulté pratique dans ce cas-là. Sinon, effectivement, les sorties, quand on fait une quelconque analyse, les sorties sont en général nettement plus lourdes que dans une ACP. Alors, c'est tout à fait étrange chaque fois qu'on fait ces analyses-là, parce qu'on se retrouve à presque plus de sorties que ce qu'on avait en entrée. Oui. Alors, bon, il faut arriver à trier l'information. Et là, il peut y avoir des difficultés pratiques. Mais c'est la fameuse règle des 3-8 qui, c'était 8 jours pour collecter les données, 8 mois pour faire tourner le logiciel et 8 ans pour dépouiller les sorties. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça comme idée. Ouais. Donc, on peut passer ça sur les minutes, les heures, les jours. Après, c'est l'habitude qui permet d'aller à deux ou trois trucs intéressants plutôt que de tout sortir. Je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, effectivement. C'est là aussi la richesse des modèles multitableaux et peut-être une des difficultés lorsqu'on cherche à les appréhender et qu'on n'a pas encore tellement d'expérience avec ce type d'approche, c'est d'être un petit peu perdu au vu des différentes sorties du modèle. Mais comme tu l'as souligné, il faut un peu de pratique et ensuite on sait où aller regarder finalement l'information la plus pertinente. Alors, on va revenir à une question un petit peu plus peut-être méthodologique et plus pointue. La question, c'est quelle est l'influence de la standardisation préalable des blocs dans le modèle ACCPS? Là encore, je pense que c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des méthodes multitableaux. Il faut vraiment voir à la fois la standardisation à l'intérieur du bloc qui va peut-être donner la même importance à des signaux qui pourraient être très intenses ou beaucoup moins. Et finalement, l'information chimique ou biologique qu'on va extraire sera dépendante aussi de la manière de pondérer à l'intérieur de chacun des tableaux. Et puis ensuite, il y a le schéma de pondération, je dirais, qui est propre à la méthode multi-bloc, qui va donner plus ou moins d'emphase en fonction des structures de variabilité qui sont, là encore, communes, spécifiques. C'est un peu difficile d'anticiper le résultat d'une standardisation de manière générale, et du coup, c'est aussi l'intérêt d'expérimenter les différentes méthodes multitableaux et les pré-traitements éventuels. Donc, je te remercie d'avoir souligné le fait qu'il y a la standardisation à deux niveaux, à l'intérieur des blocs et puis entre les blocs. Et juste, je voudrais rappeler que dans le MOOC, on a un petit peu, quelque part, pas édicté, mais on a donné quand même des conseils vis-à-vis de la standardisation des variables à l'intérieur d'un bloc, en disant que quand les variables étaient toutes comparables et qu'on avait affaire à un signal, comme un spectre infrarouge, il valait mieux éviter de standardiser chacune des colonnes parce qu'on allait créer des distorsions du signal qui seraient justement préjudiciables parce qu'on ne pourrait plus les interpréter à la sortie comme des signaux. Et que par contre, quand les variables n'avaient rien à voir entre elles, quand on mélange, je sais pas, des concentrations avec des pressions et des températures, là par contre, effectivement, il faut normaliser. Donc ça, je tenais à le rappeler. Et après, entre les blocs, c'est effectivement inhérent à la méthode. Alors, il faut savoir aussi que selon ce qu'on traite comme données pour des spectres, on est d'accord, mais quand on a des fois des variables où c'est la même variable qui est mesurée, la même unité qui est mesurée par tableau et sur tous les tableaux, moi j'ai vu des gens qui s'amusaient à faire des bicentrages sur toute la profondeur, sur toutes les variables. Non pas pour une variable, mais la même variable qui était répétée donc dans chacun des cas fois pour chacun des tableaux, il faisait un bicentrage ou un centrage sur toute la profondeur. On peut très bien faire les transformations, donc non pas tableau par tableau, mais perpendiculairement à cette trajectoire-là. Alors là, inutile de dire que les résultats n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. Voilà, on part complètement dans un domaine. Les biologistes ont l'habitude de tout ce genre de choses. Oui. Alors justement, ça fait le lien avec la question d'après, c'est parce qu'on me demande est-ce qu'il y a des procédures de validation de ces méthodes d'analyse? Est-ce qu'on peut valider une analyse multi-tableau? On peut la valider, alors ça dépend de ce qu'on appelle la validation, la question est en strict sens. Si c'est validé, on a l'impression qu'il y a un tableau qui est important ou deux tableaux qui sont importants, oui, on peut faire des validations croisées qui permettent de bien le juger. Comme on fait validation croisée d'ACP, l'ACP, la même chose, on permute, alors on peut tout permuter là, il faut faire attention. On peut permuter les observations,
on peut permettre pour tous les tableaux que pour certains. La procédure de validation peut être, il faut bien savoir ce qu'on fait. Mais oui, effectivement, il en existe, et là, c'est le plus malin qui trouvera ce qu'il faut faire. Hein. Il y a une multitude, effectivement. D'accord, ok. Oui, Julien. Non, je suis tout à fait d'accord. Toutes les stratégies de rééchantillonnage qui sont mises en œuvre pour valider un modèle simple bloc peuvent être également utilisées pour évaluer notamment la stabilité des résultats d'un modèle multitableau. Alors j'avais une dernière question, je pense que ce sera la dernière, c'est demander est-ce que la redondance d'informations, donc chimique ou pas chimique, la redondance d'informations entre les blocs est-elle un problème pour construire une HCCPS? Non, au contraire, c'est la force, là aussi, de toutes ces méthodes qui visent à réduire la dimensionnalité. Finalement, ces approches vont s'appuyer sur cette redondance pour dégager des directions communes et résumer finalement l'information qui est répartie sur plusieurs tableaux de manière très efficace la plupart du temps. Donc, c'est plutôt une caractéristique que ces méthodes vont exploiter et ce n'est pas un problème. Bien sûr, si on a des tableaux orthogonaux, on ne va pas faire de multibloc. On ne va pas en tirer grand-chose. On les verra vite. Hein. Ouais, d'accord. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce nouveau webinaire. Hein. Ça a été un petit peu long à démarrer pour des problèmes techniques. Hein. Excuse-nous encore, Julien, hein, mais d'avoir été passé. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et puis, je dis à tous nos auditeurs à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci. À bientôt.